Je pense que tout le monde connaît plus ou moins Véronique. Donc Véronique Forny, qui est donc l'ancienne responsable du FN Ingénierie Île-de-France, donc je pense que vous la connaissez quasiment tous, mis à part les nouveaux, type Pierre. Et qui donc... Je te connais depuis longtemps. Ouais. Ah oui, c'est vrai, tu l'as vu toi en manifestation, c'est vrai. Ouais. J'ai rien dit. Je ne savais pas s'il prendrait un jour sa carte. Ça m'a l'air d'être en bonne voie. Il n'a pas encore pris, mais il est partant là. Il est partant. On essaie de le faire boire pour le faire avérer l'autre jour. Moyen. Mauvaise idée, ça marche pas. Il tient bien l'alcool, le russe. Je t'attendrai. Merci, tu vas prendre la descente à moi. Non, et donc, bon, Véronique est venue aujourd'hui dans sa qualité de militante provinciale, mais aussi d'infirmière. Et donc, nous présenter le point de vue, puisqu'en réalité c'est le point de vue du Front National sur la situation de l'hôpital public, qui est donc cette idée que la rentabilité dans un hôpital, introduite par des lois comme la loi hôpital patient santé territoire, par notre chère Madame Bachelot, voilà, cette logique de rentabilité, la tarification de l'acte, ce genre de choses qui sont rentrées dans la législation française, amène petit à petit notre pays sur les voies de l'austérité, la fermeture de maternité, la fermeture de divers centres en France, la concentration de services, et donc dès lors, on se retrouve dans une situation un petit peu tendue en termes de desserte et en termes de déserts médicaux et cette fois-ci plutôt d'hôpitaux. Donc voilà, donc Véronique va avoir la gentillesse de nous faire une présentation qui durera à peu près une heure, c'est ça? Une petite heure. Et donc je vous demanderai d'être attentif et justement de pouvoir poser quelques questions. Je suis sûr qu'il y en aura, comme d'habitude. Merci Cyril. Un bon paquet. Merci beaucoup Véronique. Merci pour l'invitation. Merci d'être là. Alors, petite précision en introduction, j'ai la voix quasiment cassée, donc la bonne nouvelle c'est que je peux reculer sur personne. La mauvaise c'est qu'il va falloir être particulièrement attentif, sinon dans pas longtemps vous n'allez plus m'entendre. Ce qui ferait peut-être plaisir à certains, mais bon, là c'est pas le but. Donc du coup je vous ai préparé une petite présentation, je vais essayer de faire assez synthétique parce que malheureusement je travaille à 21h, donc je dois filer à 20h30. Donc voilà, avec le petit problème de porte on a pris un peu de retard, donc on va essayer de rattraper. C'est essentiellement le point de vue infirmier, puisque c'est celui que je connais le mieux. Je parle évidemment des patients, un petit peu aussi de la situation des médecins, mais voilà, je suis restée sur ce que je connaissais le mieux. Et je parle essentiellement de l'hôpital public, pour la même raison, c'est parce que c'est ce que je connais le mieux. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis infirmière dans un hôpital public depuis 2 ans. Donc voilà, c'est pour ça que je vais surtout vous parler des problèmes de l'hôpital. Et je terminerai avec un petit point sur le programme. Un petit résumé du programme en matière de santé du Front National, histoire que ce soit bien frais dans vos esprits. Désolée. Alors, le constat de départ, c'est que il y a aujourd'hui de plus en plus de Français, vous en avez sans doute fait l'expérience vous-même ou vos proches, qui ont des difficultés pour se soigner. Alors, essentiellement faute de moyens parmi les classes sociales les plus fragilisées. Donc c'est essentiellement... pardon. Donc il y a les retraités, il y a les chômeurs, mais il y a aussi, et ça c'est un phénomène assez nouveau, les étudiants, qui par exemple en 2013, 21% des étudiants avaient renoncé à des soins pour des raisons financières. Donc c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant, je pense. Donc tout ça démontre que notre système de protection sociale en France, qui est un système unique au monde, qui est basé sur la solidarité, devrait normalement permettre un accès aux soins pour tous, et c'est absolument pas le cas. On voit que malgré ce système qui coûte très très cher, en réalité il ne fonctionne pas si bien que ça, et il y a de plus en plus de gens qui sont exclus des soins, ou en tout cas des soins de bonne qualité. Et on voit qu'il y a de plus en plus une médecine à 2 vitesses, avec des riches qui peuvent aller dans des cliniques, voir des médecins dans le privé qui vont être soignés très vite, sans délai, avec une qualité de soins plus élevée, et puis ceux qui n'ont pas les moyens, qui doivent attendre des mois pour avoir un rendez-vous, qui doivent aller dans les hôpitaux publics qui ne sont pas toujours en très bon état, etc. Donc, pendant la campagne des élections présidentielles, le candidat Hollande il avait dit que, je cite, lui président, parce que vous savez qu'il aime bien cette tournure, l'hôpital ne serait plus considéré comme une entreprise. Bon, on va voir à travers l'exposé que c'est pas encore gagné. Marisol Touraine avait pourtant signé ce qu'elle avait appelé un pacte de confiance pour l'hôpital public. Je crois que c'était peut-être en 2012 ou en 2013, j'ai plus la date en tête. Voilà, donc l'idée c'était que l'hôpital ne soit plus une machine à faire de l'argent, ne soit plus géré comme une entreprise, mais qu'il soit recentré sur le soin. Et on va voir que c'est absolument pas le cas, notamment à travers les réformes. On va reprendre les réformes un peu plus anciennes sur lesquelles ils ne sont pas revenus, et aussi des réformes plus récentes, notamment celle du temps de travail, qui me tient relativement à cœur.
Voilà, donc en introduction, donc, il y a eu énormément de problèmes liés à des décisions politiques, qu'elles soient sous la présidence Sarkozy ou plus récentes sous la présidence de François Hollande, avec des déremboursements de médicaments, la hausse du forfait hospitalier. Donc pour ceux qui ne savent pas, le forfait hospitalier, c'est ce que vous payez, vous tout un chacun, quand vous êtes hospitalisé, qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc, voilà, chaque journée d'hospitalisation vous coûte un petit peu, même si vous cotisez et même si vous avez la sécurité sociale. La baisse des indemnités journalières pour les gens en arrêt maladie, l'augmentation de la taxe sur les mutuelles complémentaires, alors que bon, déjà on voit que la sécurité sociale ne prend pas tout en charge et que les soins qui restent à la charge des gens quand ils n'ont pas des dispositifs comme l'AME ou la CMU restent quand même très élevés, donc en plus on taxe les complémentaires santé, ça n'arrange rien. La tarification à l'activité, évidemment, ça on va en reparler. Et puis plus récemment, des dispositions un petit peu absurdes comme la légalisation des salles de choses. Je pense par exemple à l'hôpital Lariboisière à la gare du Nord où je travaille, comme si on n'avait pas assez de drogués comme ça à la porte de l'hôpital, ils vont nous mettre une salle de foot en plus. C'est absolument génial pour les patients et pour les gens qui travaillent là et qui sortent un peu tard du travail, on apprécie beaucoup. La banalisation de l'IVG avec notamment le retrait dans la loi de la mention qui faisait l'état de détresse, c'est ça, pour permettre d'avoir recours à l'IVG, c'est plus le cas aujourd'hui. La généralisation du tiers payant qui peut paraître une bonne idée comme ça, mais qui en fait met les médecins dans des situations assez précaires. Voilà, donc tout un tas de mesures récemment qui mettent en danger la santé des Français et la pérennité du système de protection sociale. Ça provoque des surcoûts pour les usagers. Ça contribue, comme je disais, à créer une médecine à deux vitesses entre ceux qui vont avoir les moyens d'assumer les frais de santé et puis les autres. Alors ça, je ne vais pas beaucoup en parler, tout simplement parce que j'en ai pas fait l'expérience et que ce n'est pas quelque chose que je connais à titre personnel. Mais évidemment, David le disait en introduction, ça a également créé des territoires qui sont complètement oubliés de la médecine. L'accès aux soins est très réduit par rapport à avec la désertification médicale, fermeture des plus petites structures, les cliniques, les petits hôpitaux de campagne sont de plus en plus fermés pour rediriger les gens vers des grands pôles, sauf que parfois quand on est âgé, pas véhiculé, ou quand on est en situation d'urgence, ou tout simplement, ce qui est pourtant pas si extraordinaire quand on est une femme sur le point d'accoucher, des fois faire 3 heures ou 4 heures de voiture pour arriver au CHU, c'est pas évident. Voilà, donc ça j'en parlerai pas trop parce que je travaille à Paris, donc je ne me permettrai pas de parler de choses que je ne connais pas. La tarification à l'activité, on va en reparler. Désolée, je lis mes notes qui sont un peu en désordre. Comment je ne vois pas. Oui, donc je parlais du tiers payant également. La généralisation du tiers payant, donc c'est le fait qu'on n'avance pas les frais quand on va chez le médecin. On donne juste la carte vitale et on n'a pas besoin de faire, je pense que vous avez tous déjà été chez le médecin. En général, on donne la carte vitale, on fait quand même un chèque au médecin du montant de la consultation et on est remboursé assez rapidement ou pas, selon notre caisse de sécurité sociale. Donc là maintenant, avec la généralisation du tiers payant, l'idée c'est que plus personne n'avance les frais. Ce qui peut paraître plus égalitaire peut-être par rapport aux gens qui avaient déjà le tiers payant, à savoir la CMU, l'AME, etc. Le problème du tiers payant, c'est que ça veut dire que les médecins doivent attendre que la sécurité sociale daigne les rembourser. Donc déjà nous, quand on va chez le médecin et qu'on a payé nos 23 €, des fois on les attend avec impatience. Imaginez le médecin dont c'est le chiffre d'affaires et le gagne-pain, quand il doit attendre les mêmes délais pour recevoir son salaire finalement. Ça peut être assez embêtant, surtout pour les petits médecins, encore une fois, qui sont en campagne et qui ne font pas énormément de consultations à la journée. Donc pour eux, ça peut être assez embêtant de devoir attendre. On va parler aussi de l'encombrement. On va parler plus de l'hôpital du coup et notamment de l'aggravement de l'encombrement aux urgences. Donc les urgences des hôpitaux parisiens par exemple, c'est 10 fois plus de passages par an. C'est 10 passages de plus, je vais y arriver, 10 passages de plus par jour chaque année. Donc 10 patients en plus par jour qui s'ajoutent chaque année depuis 10 ans, ce qui fait que le nombre de passages quotidiens aux urgences a doublé en 10 ans, avec évidemment des moyens humains et matériels qui restent constants. Donc ça pose de gros problèmes, d'autant plus que l'urgence, c'est un petit peu le service, je termine la phrase et je te réponds. C'est le service qui ne peut pas se permettre de refuser les gens. Donc, quand les gens arrivent aux urgences, on ne peut pas les rediriger ailleurs. On est obligé de les prendre, peu importe qu'il y ait des lignes de disponibles, qu'il y ait des brancards de disponibles, que le personnel soit surchargé. Voilà. Donc, les gens arrivent aux urgences, on ne peut pas les mettre dans la rue, donc on est obligé de les prendre. Tu dis plus 10 personnes par jour, mais sur tout Paris ou sur un seul hôpital ? Sur tout Paris, D'accord. par jour.
Ouais. Imagine à la fin de l'année ce que ça donne. Mais et en 10 personnes en région, plus par jour. et, enfin, pour donner un ordre de grandeur, à l'heure actuelle, il y a combien de personnes par jour? Je dois avoir ça quelque part. Sans vouloir Il faut prendre mon avis. Sur tous les hôpitaux parisiens, est-ce que j'ai le chiffre? Hum. « 17 millions par an. C'est des chiffres qui datent un peu, je pense. Des chiffres qui datent de quelques années, enfin, ça donne une idée. Que sur Paris? Ouais, que sur 17 millions. si je dis pas de bêtises, je crois que ces chiffres concernent même que les hôpitaux publics, la PHP. Donc, ça ne prend pas en compte les quelques cliniques qui font de l'urgence, mais c'est pas majeur. Il y a des cliniques qui assurent des urgences, mais c'est essentiellement l'hôpital public qui gère ça. Ça donne une idée. Et donc ça, c'est ce que je disais, ça a donc doublé en 10 ans. Véronique? Ouais. C'est parce que c'est moins rentable que les cliniques ne prennent pas d'urgence Oui, je crois il y a que- des cliniques qui le font, mais dans ce cas-là, c'est une délégation de service public. Et le problème, c'est qu'ils sont obligés de prendre absolument tout le monde, qu'ils aient de la place ou qu'ils n'en aient pas, qu'ils aient des médecins disponibles ou qu'ils n'en aient pas, que les gens payent leur hospitalisation ou qu'ils aient la CMU. Donc il y a peu de cliniques qui consentent à le faire. Donc c'est une DSP qui n'est pas tellement rentable. Ouais. Ok. Ouais, ça peut être rentable si tu fais des soins à la chaîne, mais vu la population qui a de plus en plus aux urgences, c'est-à-dire des gens qui ne relèvent pas des urgences en fait, les gens qui réellement relèvent de l'urgence, qui arrivent avec un infarctus ou qui arrivent avec un bras cassé, c'est rentable. Le problème, c'est que la grande majorité des gens maintenant qui arrivent aux urgences, c'est absolument pas pour ça. On ne peut pas leur en vouloir, hein. C'est tout simplement des gens qui sont malades et qui n'ont pas d'autre endroit où aller, soit parce qu'ils ne peuvent pas payer la consultation, ils ne peuvent pas l'avancer. La consultation chez le médecin, 23 €, c'est pas 24, peut-être ça peut augmenter d'ailleurs. 23. C'est 23, tu vois, j'ai eu un doute. Voilà, tout le monde ne peut pas l'avancer. Il y a aussi le fait que les médecins soient engorgés, quoi. Je veux dire, moi, récemment, j'ai été malade, j'ai eu besoin de voir un médecin dans la journée parce que je travaille et que j'avais besoin d'un arrêt maladie. Pour trouver un médecin qui le reçoive dans la journée, même en Ile-de-France, c'est pas simple. Alors, je n'ose même pas imaginer ailleurs. On a aussi des gens qui viennent pour ça. Ils avaient besoin de voir un médecin dans la journée et chez les généralistes, c'était pas possible. Donc voilà, c'est tout ça qui engorge les urgences et qui n'est absolument pas rentable. Quand quelqu'un vient pour un rhume, une grippe ou un truc comme ça, repart avec une ordonnance, c'est pas du tout rentable parce que c'est un acte qui est pas tarifé par rapport au temps qu'il prend. Donc c'est pour ça que les cliniques le font assez peu. Mais il y en a qui le font. Après, je ne saurais pas expliquer exactement les arrangements dans ce cas-là qu'il y a avec l'État, puisque c'est une délégation de service public, donc ils doivent recevoir des sous pour ça. Mais je pense que ça ne doit pas être excessivement rentable quand même. Quelques chiffres histoire d'avoir de base et d'avoir un petit peu une idée de combien coûte la santé en France. Nos dépenses de santé, ce qu'on appelle la consommation de soins et de biens médicaux. Donc ça englobe les hospitalisations, les consultations chez les médecins ou les autres professionnels de santé, les médicaments en eux-mêmes, les dispositifs médicaux, tout ça. Ça représentait en 2011 180 milliards d'euros. Donc c'est à peu près 11% du PIB. Ce qui est un peu moins qu'en Allemagne et beaucoup moins qu'aux États-Unis. Sachant que ça, c'est pas ce que ça coûte à l'État, c'est ce que ça coûte en général. Combien on dépense globalement pour la santé. C'est pas du tout ce que ça coûte à l'État. Hein, parce qu'évidemment, ça coûte beaucoup moins à l'État aux États-Unis, vu qu'ils n'ont pas le système de protection sociale qu'on a en France. Aux États-Unis, pour avoir un ordre d'idée, comme quoi le système de protection sociale pas très avantageux qu'ils ont et pas forcément efficace, aux États-Unis, c'est 17% du PIB. Donc c'est 6% de plus que chez nous, donc ça montre que la prévention, ça a quand même du bon. Voilà. Et donc sur cette consommation de soins et de biens médicaux en France, à peu près 75% est remboursé par l'assurance maladie. Et le reste est à la charge des gens qui sont malades. Et dans tout ça, l'hôpital, puisqu'on va surtout parler de l'hôpital, ça représente 83 milliards, donc c'est pas loin de la moitié des dépenses de santé voilà, et géré par l'hôpital. Alors évidemment, ça compte le matériel, les salaires, etc. Voilà, l'hôpital représente presque la moitié des dépenses de santé en France. Petit chiffre que j'ai noté, même si c'est pas le sujet spécifiquement aujourd'hui. Sur les déserts médicaux, on a un médecin généraliste pour 700 habitants environ à Paris ou en région PACA, alors qu'on en a un pour 1000 en Dordogne. Petit exemple. Je trouvais les chiffres assez parlants, même si c'est pas trop le sujet de l'intervention de ce soir. Et autre chiffre assez intéressant quand même, qu'on peut citer en passant, la fraude sociale représente 4 milliards d'euros par an en France. Donc vous imaginez un petit peu les économies qu'on pourrait faire là-dessus. Il y a des études, alors après, il
Il y a études et contre-études, mais il y a des études qui disent qu'on pourrait diviser son coût global actuel par 4 en 5 ans. On va peut-être le coup de se pencher sur la question. Bon, donc du coup, les hôpitaux, on va se recentrer peut-être sur les hôpitaux publics. Ce qu'on appelle la fonction publique hospitalière, je ne vous refais pas tout le topo sur sa création, etc. Je pense que vous en foutez. Globalement, ça comprend. Non, c'est vrai. Je reprends des notes aussi qui m'ont servi pour un autre projet où il fallait être un peu plus rigoureux, donc je zappe un peu ce qui est barbant. Elle comprend, la fonction publique hospitalière, ça comprend les établissements d'hospitalisation publique, donc les hôpitaux, les maisons de retraite publiques, c'est ce qu'on appelle essentiellement les EHPAD, en opposition aux maisons de retraite qui sont gérées par le privé. Les établissements publics relevant de l'aide sociale à l'enfance, les établissements publics pour les mineurs et les adultes handicapés, et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale. Voilà, tout ce qui est médical ou social et qui est public en gros. La fonction publique hospitalière, ça représente un peu plus d'1 million d'agents, environ 20% de l'ensemble de la fonction publique. Donc par exemple à Paris, c'est ce qu'on appelle l'assistance publique hôpitaux de Paris où moi je travaille, mais il y a énormément d'hôpitaux publics aussi en banlieue, en province, il y a la PHM à Marseille. La PHP c'est je pense la partie où il y a le plus de monde, mais voilà, il y en a sur toute la France. Et alors dans tout ça, dans toutes ces dépenses et dans tout ce million d'agents, la masse salariale, donc le million d'agents, il représente 70% des dépenses de la fonction publique hospitalière. Donc évidemment, ça paraît logique, c'est ça qui va servir de variable d'ajustement budgétaire quand on n'aura plus, quand on va manquer un peu de sous pour faire fonctionner tout ça, ben, voilà, on va se servir du budget personnel qui représente 70% des dépenses. C'est comme ça que, par exemple, pour vous donner un exemple qu'en plus j'ai vécu, entre l'été 2015 et la fin de l'année, donc à peu près entre, je ne dis pas de bêtises, août-septembre, on va dire, et le mois de décembre, il y a eu un gel des embauches dans tous les hôpitaux de la PHP. Donc, tous les hôpitaux publics parisiens et de banlieue d'ailleurs, parce qu'il y a des hôpitaux en banlieue qui sont gérés par la PHP également, en proche banlieue. Voilà. Ils ont coupé les budgets et ils ont décidé de ne plus embaucher personne. Alors ils embauchaient évidemment des contractuels parce qu'il fallait bien que ça tourne, mais plus de réelle embauche pendant 4-5 mois. Donc voilà. En plus, c'était absolument pas rentable parce que du coup, on était obligé d'avoir recours à l'intérim ou à des petits CDD, etc. Parce qu'il fallait bien que les services continuent de tourner. Et voilà. Donc pendant plusieurs mois, on formait des gens qui arrivaient, qui géraient la pénurie un peu. Tout ça pour au final qu'ils nous fassent des embauches massives au mois de décembre, parce qu'évidemment, en fait, moi, il y a des gens qui étaient partis en retraite, qui avaient démissionné, des dames qui étaient tombées enceintes, des gens qui étaient en arrêt maladie de longue durée, qu'on n'avait pas remplacé. Donc du grand n'importe quoi, absolument pas rentable et qui a mis une pagaille terrible. Donc tout ça pour vous démontrer que ça sert effectivement de variable d'ajustement quand on n'a plus les budgets. Et que c'est en plus même pas efficace et même pas rentable, puisque quand on prend des intérimaires, ça revient plus cher que d'embaucher quelqu'un. C'est idiot, mais c'est comme ça que ça marche. D'une façon globale, on peut dire que les effectifs des hôpitaux et des services de soins sont très rarement adaptés à la charge réelle de travail. Je vais vous le démontrer en long, en large et en travers. Et pour ça, c'est quand même assez embêtant parce qu'il y a je suis tombée dessus par hasard, il y a une enquête récente du British Medical Journal qui avait démontré le lien entre sous-effectifs et mise en danger des patients. J'ai pas retrouvé la date exacte pour la bonne et simple raison que j'ai trouvé cet article affiché dans le poste de soins de l'hôpital où je travaille, mais il n'y avait pas la date dessus. Je pense que c'est assez récent. Et vraiment, les chiffres m'ont fait faire des bons. Donc cette enquête, elle démontre que dans un hôpital, si on passe de 10 à 6 le nombre de patients qu'une infirmière a en charge, on fait diminuer la mortalité de 20%. Voilà. Ça a été fait en Angleterre, mais je pense que ça marche aussi en France, il n'y a pas de raison. Voilà. Je pense que ça a quelques années, ça a été fait en Angleterre, mais ça paraît assez logique et ça ne m'étonne pas. Donc en pratique, en France, il n'y a pas vraiment de normes qui imposent le nombre de patients par infirmière, excepté dans des services spécifiques comme les soins intensifs ou la réanimation. Donc, par exemple, en réanimation, les normes imposent 2 infirmières pour 5 patients et une aide-soignante pour 4 patients. Dans des services de soins intensifs, ça tourne entre 5 et 8 patients, on va dire. Mais là, je ne suis pas sûre que ce soit réellement une loi, ça doit varier légèrement d'un hôpital à un autre. Je crois qu'il n'y a qu'en réanimation que c'est réellement une norme imposée. Voilà, donc ça c'est pour les services de
pointe, entre guillemets. Et dans tous les autres services où il y a quand même des gens malades et il y a quand même des gens qui peuvent avoir des petits soucis par moment, là, il n'y a absolument aucune norme. Donc, d'un service à l'autre, on peut avoir 5 patients comme on peut en avoir 40. Voire plus en maison de retraite, mais là, c'est plus de l'hospitalisation. Mais en maison de retraite, pour l'anecdote, on peut avoir une infirmière pour 50, 60 patients. En général, ça dérange personne. Fréquemment, en tout cas sur les hôpitaux de la PHP, donc moi je peux en dire, en pratique, on est censé tourner à une infirmière pour 10 patients la journée et une pour 20 patients la nuit. Sachant qu'évidemment, avec le sous-effectif chronique, les arrêts maladie, etc., c'est pas rare qu'on se retrouve seul avec 20 patients en journée, voilà, qu'on ait une seule aide-soignante, là on devrait en avoir 2. C'est classique. Donc évidemment, tout ça, ça ne permet pas d'apporter les meilleurs soins aux patients. Évident. Autre petite remarque, ça on en parle assez peu souvent finalement, on a tendance à pointer le nombre de patients par infirmière ou par aide-soignante, globalement sans s'arrêter sur les spécificités des services, et ça je trouve que c'est dommage. C'est notamment comme ça que fonctionnent les hiérarchies, on dit bon, une infirmière pour 10 patients par exemple, et on ne regarde pas la charge réelle en soins que demandent les patients. Donc pour vous donner un exemple, par exemple dans un service de chirurgie où la majorité des patients sont autonomes, à qui on a juste à faire des soins, ce qu'on appelle des soins techniques, donc donner des médicaments, faire des prises de soins, etc., mais qui ne nécessitent pas une aide pour les actes de la vie quotidienne, on va avoir le même nombre d'infirmiers que dans un service comme le mien en neurologie, on a à peu près un patient sur 2 qui a un handicap lourd, c'est-à-dire qui a une hémiplégie, donc qui ne peut plus se servir de la moitié de son corps, qui nécessite une toilette complète, qui nécessite d'être changé, qui nécessite parfois de l'aide pour les repas, et on va avoir le même effectif que dans un service. Voilà, enfin, c'est absurde. Toi, tu es dans un service de réanimation, du coup. Pardon ? C'est un genre de service de réanimation. Non, moi c'est un service d'hospitalisation, on a un étage de soins intensifs. J'ai peur de dire une bêtise, mais en réa, c'était pas une infirmière qui était responsable de 2 patients ou quelque chose comme ça? C'est 2 infirmières pour 5 patients, donc ça fait 2 patients et demi. Ouais. En moyenne. Parce que j'avais eu un accident de voiture. Un demi-patient, c'est rare. J'avais eu un accident de voiture et c'est ce que l'infirmière me disait, qu'elle était responsable de. En réanimation, c'est 2 à 3 normalement. Ce qu'on dit, la norme, c'est 2 infirmières pour 5 patients. Okay. Donc ça fait, en moyenne, ça fait 2,5, donc ça fait 2 ou 3. Ouais. Ça dépend. Mais non, moi, le service où je travaille, on a un étage de soins intensifs, on est une infirmière pour 6 patients. Et les services les autres étages d'hospitalisation classique, en théorie, on est censé être 1 pour 10. Là, étant donné que c'est pas une norme et que c'est pas légal, entre guillemets, quand il manque quelqu'un, on peut se retrouver seul avec 20 patients sans problème. Ou juste des aides-soignantes, ça. Ça, normalement, c'est interdit en hospitalisation. Normalement. Normalement. Où on peut également, on est censé être 2 aides-soignantes, on peut très bien se retrouver avec une seule aide-soignante, donc on est obligé de faire une partie de leur travail, ce qui empiète sur nos soins à nous. Enfin voilà, c'est le quotidien. Donc voilà, tout ça, ça se relève notamment par l'augmentation des arrêts maladie chez les soignants. C'est une conséquence toute bête de la détérioration des conditions de travail. Parce que moi, je veux bien qu'on me dise que les infirmières en moyenne sont plus malades qu'il y a 20 ans. Je vois pas de raison, a priori. Je vois pas pourquoi on serait plus malade qu'il y a 20 ans. Si ce n'est que les services s'alourdissent, qu'il y a de plus en plus de sous-effectifs. Donc effectivement, ça fatigue la santé des soignants. Et en plus, c'est un effet boule de neige, puisque plus il y a de gens qui sont malades, plus ceux qui sont présents sont obligés de pallier, et donc plus eux aussi vont finir par tomber malades. D'autant plus que dans la fonction publique hospitalière, les arrêts de maladie, les arrêts maternité ne sont pas remplacés. En tout cas, quand je dis pas remplacés, c'est-à-dire pas par du personnel fixe, entre guillemets. Bon, pour des arrêts de longue maladie ou des arrêts maternité qui peuvent durer, surtout chez les infirmières et les aides-soignantes, comme c'est un travail assez physique, ça dure fréquemment pas loin d'un an. Un arrêt maternité, parce qu'évidemment on imagine mal une infirmière enceinte de 8 mois continuer à travailler. Hein. Il y en a qui arrivent à 6 mois, déjà c'est pas mal. Donc voilà, les arrêts maternité qui durent à peu près 1 an. Les longues maladies ne sont pas du tout remplacées, donc c'est heures supplémentaires, services de suppléance, intérim. Ce qui ne permet pas les meilleurs soins évidemment, puisque c'est du personnel qui n'est pas habitué au service, qui est formé, qui est diplômé, mais qui n'est pas habitué aux spécificités du service. Et ça donne plus de travail aux gens du service, puisque quand on a une collègue qui ne connaît pas, il faut l'aider. Donc ça pèse sur le personnel qui est présent et ça diminue la qualité des soins.
Autre point par rapport aux sous-effectifs, faut savoir qu'à l'hôpital, il y a de nombreux personnels administratifs, en tout cas par la qualité de leurs tâches, qui sont décomptés dans les effectifs des soignants. Je pense par exemple au secrétaire médical. Non, pardon, pas au secrétaire médical, au secrétaire hospitalière, c'est pas pareil. Donc c'est des secrétaires qui ne sont pas attachés à un médecin, mais qui sont attachés à un service. Donc qui gèrent les appels des patients, l'accueil, la prise de rendez-vous, tout ça. Elles sont comptées dans l'effectif des soignants. Pareil pour les magasiniers qui remplissent les réserves. Pareil pour les archivistes qui archivent les dossiers des patients. On ne sait pas trop pourquoi, c'est déduit sur le nombre de soignants des services. Voilà, alors qu'ils effectuent évidemment pas de soins. Par ailleurs, donc, parallèle à ces personnels purement administratifs qui sont décomptés comme des soignants, il y a de plus en plus de tâches administratives qui pèsent sur les soignants eux-mêmes. Voilà, je vous passe les détails barbants, mais beaucoup plus de choses à tracer, de dossiers à remplir. On a parfois plus l'impression d'être des secrétaires avec plein de dossiers sur le bureau que des soignants. C'est un peu ennuyeux. Donc évidemment, pendant qu'on fait tout ça, on n'est pas auprès du patient. Alors évidemment, on fait les soins techniques en priorité, on donne les médicaments, on fait les injections, on fait ce genre de choses en priorité, on est bien obligé. Mais tout ça, ça va limiter le temps qu'on va passer à discuter avec les patients, par exemple. Certains qui se peuvent être âgés, seuls, angoissés parce qu'ils sont malades, qui auraient besoin de parler, on n'aura pas forcément autant de temps qu'on voudrait leur accorder. D'autant plus à l'hôpital public. On est quand même censé gérer des situations pas toujours très simples en termes de situation sociale, par exemple. Parfois des gens qui ne sont pas très entourés, qui ont des difficultés sociales, qui ont besoin d'un peu plus de temps. Ou aussi, par le fait que les médecins sont aussi de plus en plus débordés, des patients qui auraient juste besoin qu'on leur réexplique ce que le médecin leur a dit. Parce que le médecin, il est passé 5 minutes dans la chambre, il avait 50 autres patients à voir. Il leur a parfois donné des informations qu'ils n'ont pas toujours bien comprises, ils n'ont pas forcément eu le temps de poser des questions. Et si nous, derrière, on n'a pas le temps, en tant qu'infirmier ou aide-soignant, de venir leur réexpliquer, au final, ils comprennent jamais. Donc tout ça, c'est quand même des choses sur lesquelles on rogne quand on est en sous-effectif, mais qui sont très importantes pour les patients. Voilà, donc tout ça pour dire que l'effectif devrait être adapté aux besoins du terrain et pas seulement au nombre de patients, mais aussi à leur état. C'est-à-dire à leur état physique, à leur état médical, à l'attention qu'ils demandent et notamment à leur situation sociale. Et je pense à certains quartiers, à certains hôpitaux qui sont situés dans des quartiers où les besoins sociaux sont plus importants que d'autres. On sent la différence. On sent la différence par exemple, moi je travaille à côté de la gare du Nord. Voilà, c'est des endroits où on a beaucoup plus de problèmes sociaux à gérer avec des patients. Des gens qui n'ont pas d'assurance, des gens qui n'ont pas de famille, en tout cas pas en France, qui ne peuvent pas les aider, qui sont complètement submergés par les problèmes administratifs qu'on n'a pas toujours le temps de bien gérer. Des patients aussi de plus en plus qui ne parlent pas français, donc ça prend aussi plus de temps quand il faut faire comprendre à quelqu'un d'avaler un comprimé alors qu'il ne parle pas un mot de français, ça prend plus de temps que si je demande à Cédric. Évidemment. Donc voilà, c'est tout ça qui n'est pas toujours bien pris en compte. On regarde le nombre d'infirmiers par patient, de patients par infirmier, c'est bon. Mais on ne regarde pas toujours quel patient, voilà, quel type de soins il demande, quelle attention il demande, et ça c'est un petit peu dommage. On va parler un petit peu des réformes qui ont encore plus mis le truc dans l'hôpital public. Donc les deux réformes, on va commencer par la réforme dans l'ordre de la réforme de 2003. Donc, alors cette réforme, elle a notamment mis en place trois choses a priori que j'ai notées. Alors le premier, c'est pas ce qui me vient à l'esprit, on pense toujours à la clarification de l'activité, c'est le deuxième point que je vais aborder. Le premier qui passe un peu plus inaperçu mais qui a quand même mis une sacrée pagaille aussi, c'est la création des pôles hospitaliers d'activité. Ce qu'ils appellent des pôles hospitaliers d'activité, c'est plusieurs services différents qui sont regroupés au sein d'un pôle. Pour donner encore un exemple concret, le service où je travaille, la neurologie, on nous a regroupés dans un pôle neurosensoriel. Avec la neurochirurgie, ça reste encore à peu près logique vu que c'est aussi le cerveau, avec l'ORL, qui s'occupe des oreilles, de la gorge, du nez, avec l'ophtalmologie qui s'occupe des yeux. Mais à part la localisation géographique, il n'y a strictement aucun rapport entre de l'ophtalmologie, où c'est purement de la chirurgie avec des patients autonomes, et de la neurologie, où on gère des patients qui ont fait des AVC. Enfin, ça n'a absolument aucun rapport. Mais voilà, ils ont fait un pôle. Et la conséquence de ça,
c'est que au nom de ce pôle, ils se permettent de déplacer des soignants à leur gré selon les effectifs au sein du pôle. Donc on se retrouve avec des aides-soignantes d'ophtalmo qui d'habitude font des soins dans les yeux des gens. On leur demande de gérer un patient qui a eu un AVC et qui n'est plus capable de manger ou de marcher. Ou le contraire, ce qui n'est pas mieux. Voilà. Donc ça a plusieurs conséquences. Déjà, c'est une difficulté pour les soignants, parce que c'est pas très agréable quand on arrive le matin de dire ah ben non, aujourd'hui t'es pas en neurologie, t'es en ophtalmo ou en ORL, voilà. Donc débrouille-toi, tu connais pas le service, tu connais pas les patients, tu connais pas les médecins, tu sais pas où sont rangées les choses, enfin c'est des choses très bêtes, hein, mais ça fait perdre du temps aussi. Donc c'est déjà une source de difficulté pour nous, et puis c'est surtout une moins bonne qualité de soins, puisque quand on a de l'expérience dans un service, même si on a tous le même diplôme en tant qu'infirmier au départ, quand on a de l'expérience dans un service, on acquiert un savoir-faire, on acquiert des connaissances en lien avec notre spécialité. Donc quand tout d'un coup on va nous mettre en ophtalmo, là on ne comprend strictement plus rien. Et évidemment les soins sont de moins bonne qualité derrière pour le patient. Ou même, ne serait-ce que l'information des patients. Je sais que j'en ai fait l'expérience. Quand je m'envoie dans un autre service, on gère ce qu'il y a à gérer, on essaie de se débrouiller pour faire les soins. Le patient de neurochirurgie qui va me demander ah oui, alors le médecin il m'a dit qu'on allait me faire telle opération. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Concrètement, non. Parce que c'est pas mon travail, et que moi, mon travail, c'est les AVC, et que lui expliquer au petit monsieur l'opération du cerveau qu'on va lui faire, j'en sais rien. S'il avait une infirmière du service, ça saurait lui réexpliquer. Moi, je sais pas. Donc voilà. Donc ça, c'est la conséquence un petit peu moins connue que la tarification à l'activité de cette réforme de 2003. Le deuxième point, évidemment, dont on parle beaucoup plus et qu'on connaît beaucoup mieux en général, c'est la tarification à l'activité. Donc ça signifie que les hôpitaux, auparavant, étaient financés par rapport à leurs dépenses réelles, par rapport à ce qu'ils dépensaient réellement pour soigner les gens. Et maintenant, ils sont financés uniquement par rapport aux actes qu'ils ont réalisés. Et par exemple, ça ne prend plus du tout en compte le temps de séjour des patients. Ce qui est quand même assez embêtant parce que d'un patient à l'autre, je crois que ça prend en compte les antécédents et l'âge quand même, c'est un petit peu le minimum, mais il y a des choses qui ne prennent pas du tout en compte, par exemple la situation sociale. La situation sociale qui des fois nécessite une hospitalisation plus longue pour quelqu'un qui est au chômage, sans abri, etc., que pour quelqu'un d'autre, ou pour quelqu'un qui n'est pas très entouré au niveau de sa famille. Quand on sort et qu'on n'est pas encore en très bonne santé, qu'on rentre chez soi, si on est seul, c'est pas pareil que si on a de la famille pour s'occuper de soi. Donc là, il y a deux solutions. Soit on met les gens dehors quand même, ça dépend des cas, évidemment. Soit on met les gens dehors parce que le chef de service là-haut, il grogne et il dit voilà, nous on nous a payé parce que la personne elle est rentrée avec tel problème et qu'on a fait tel acte, et si elle reste un jour, 2 jours, 3 jours de plus, ça nous fait des frais, ça occupe un lit, ça occupe du personnel, ça prend du matériel, mais ça rapporte rien. Donc le chef de service grogne et on met les gens dehors. Ça, c'est l'exemple typique en maternité, par exemple. Une femme qui vient d'accoucher de façon naturelle, en moyenne, reste 3 jours à l'hôpital. Une femme qui a eu une césarienne reste 5 jours, en moyenne. Excusez, ton chef de service, enfin les chefs de service en général. Pas lui en particulier. Non, mais les chefs de service en général ça va être vachement porté sur la question de la rentabilité. Savoir si c'est vraiment quelque chose qui est de. Heureusement, pas tous, ça je vais en reparler. Ils y sont portés tout simplement parce que au-dessus, le directeur de l'hôpital il leur met beaucoup de pression. Leur met la pression et puis s'ils ne veulent pas se retrouver aux oubliettes, ils ont tout intérêt à écouter. Non, mais heureusement, tous ne le font pas. Et d'ailleurs, j'ai quelques exemples de chefs de service qui ont été jusqu'à démissionner parce qu'on leur imposait justement le diktat du chiffre et le diktat de la rentabilité au détriment du bien-être du patient. Mais c'est vrai qu'en pratique, si on veut que l'hôpital fonctionne avec la loi actuelle, vu que l'hôpital fonctionne sur des fonds publics, l'hôpital public n'est pas rentable, c'est le principe du service public, le service public normalement n'est pas censé être rentable. C'est pas le but. Vu que ça fonctionne sur des fonds publics, si là-haut le ministère décide de ne plus envoyer d'argent, il faut être pragmatique aussi, c'est pas pour embêter les gens qu'on les met dehors. C'est vrai que si là-haut le ministère ne nous envoie pas les fonds nécessaires pour que l'hôpital puisse fonctionner, on va avoir un souci aussi. Donc voilà. Donc par exemple en maternité c'est le cas, assez typiquement je l'ai vu dans plusieurs services, dans plusieurs hôpitaux différents pardon. Voilà, la femme est censée rester 3 jours si elle a accouché par voie naturelle et 5 jours si elle a une césarienne. Et ils ne prennent pas du tout en compte le fait que parfois elles auraient besoin de rester un peu plus longtemps. Je pense par exemple à des jeunes femmes que j'ai vues qui sont peu entourées, qui ont peu de famille, dont c'est le premier enfant.
quand on les met dehors au bout de 3 jours, alors sachant que le premier jour elles ont accouché, donc voilà, c'est quasiment 2 jours d'hospitalisation après l'accouchement finalement, puisque le premier jour, on ne peut pas vraiment compter. Elles sont pas à l'aise avec leur nouveau-né quand c'est le premier et qu'elles n'ont pas une famille ou des amis qui peuvent vraiment les aider. Parfois, on ressent qu'elles sont pas encore à l'aise et voilà, dehors et débrouillez-vous avec le gamin. J'avais une question par rapport à ça parce que moi chez moi j'ai l'hôpital de Pontoise qui a fait un test il n'y a pas très longtemps. En fait, leur nouveau délire, et ça c'est un projet porté par le L'hôpital public, Pontoise aussi. Ouais, l'hôpital public évidemment. On est du boss, on ferme des services aussi là-bas. Donc comme quoi ça touche pas que la province, ça touche aussi la grande banlieue. Oui. Là, ça touche même Paris. Oui, avec l'Hôtel Dieu. Par exemple. J'ai rencontré un chirurgien à l'Hôtel Dieu il n'y a pas longtemps qui parlait de ça. Mais oui, du coup, à Pontoise, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de mettre en place un système qui est de dire on fait accoucher les femmes dans des environnements non médicalisés, c'est-à-dire absolument pas médicalisés, c'est-à-dire sans machine, dans une ambiance en fait qui est gérée seulement par les infirmières. Bon, il y a des médecins, mais les médecins en fait sont dans d'autres bâtiments. Des sages-femmes, pardon. Ouais. Vaut mieux parce que nous on n'est pas censé, on sait le faire en théorie, mais on n'est pas censé faire accoucher les gens. C'est pas notre travail. Mais du coup, ils ne font pas ça dans un environnement médicalisé et c'est dans un bâtiment qui est relativement loin quand même de l'hôpital. Et c'est une logique qu'ils veulent aujourd'hui transposer en loi pour permettre justement la naturalisation. En fait, c'est cette logique de tout est naturel et la technique n'est pas utile. Et donc du coup, à partir, sauf accouchement tendu, c'est-à-dire les césariennes, tout ça, dans l'environnement médicalisé. Ils ne font pas encore les césariennes à domicile, ça va venir, je pense. Voilà, mais c'est ça en fait la vraie logique, c'est la logique de dire on ne veut pas avoir un surchargement, on ne veut pas augmenter le nombre de lits, on ne veut pas augmenter le nombre de personnel. Du coup, on fait faire ça par on peut évoquer l'argument idéologique de vouloir un accouchement naturel. Mais clairement, le vrai but il est financier. Il est financier, je pense, dans le cas que tu. Et je pense que c'est un truc sur lequel il faudra être vigilant parce que avec la désertification aussi, moi j'ai vu des cas dans la presse de femmes qui n'ont pas pu accoucher parce qu'elles avaient effectivement 3 heures de C'est la double tranchant cette affaire-là parce que si on refuse ce type de centre, finalement ça va faire que les femmes doivent accoucher dans des CHU, entre guillemets, dans les CHU, donc dans des grands hôpitaux, puisqu'on ferme les maternités dans les petits hôpitaux de plus en plus. Et finalement, ça peut être un palliatif, une fausse façon de régler le problème de la maternité qui est trop loin. Sauf que ça règle le problème, oui, c'est bien gentil quand tout se passe bien, mais bon, voilà, quand on regarde, je connais pas les chiffres par cœur, mais quand on regarde la mortalité des femmes en couche, avant que les accouchements se passent en majorité à l'hôpital, ça fait peur. Je veux dire, il suffit de regarder des films qui datent un peu, voilà. Les mortalités en couche et de la femme et de l'enfant, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était encore un phénomène fréquent. Parce que finalement, comme tu dis, il y a des accouchements tendus. On le voit venir, on va dire, parce que le bébé est mal placé, parce que la femme est âgée, parce que ceci, parce que cela. Et puis il y a des accouchements où tout devrait bien se passer aussi, et où tout se passe mal. On ne voit pas forcément les choses venir. Et je pense que ce type de système, ça peut servir, comme je disais, de palliatif pour un peu cacher la réalité et ne pas régler le problème de l'éloignement des maternités, mais c'est quand même très dangereux. Avoir tout sur place, c'est quand même vachement plus pratique. J'ai vu ça, j'ai fait un stage ne serait-ce que dans une clinique dans le 94, donc pas au fin fond de la Dordogne, quoi. Dans le 94, à Brie-sur-Marne, quand il y a un nouveau-né qui à la naissance ne respire pas et qu'on doit réanimer, on appelle le SAMU. Je vous assure que ça fait bizarre. On est dans la salle d'accouchement et on voit la sage-femme prendre le téléphone. Tu fais quoi? J'appelle le SAMU pour qu'il prenne en charge le bébé dans un hôpital. Et ça, c'est juste une clinique privée dans le 94. Donc je préfère pas savoir comment ça se passe dans les maisons comme tu décris. Voilà, c'est extrêmement dangereux parce qu'un accouchement, c'est vraiment... on ne sait jamais comment ça va se passer, c'est imprévisible. Et c'est très dangereux, ça peut être très dangereux et pour la mère et pour l'enfant. Donc je pense que si on n'est même pas capable dans notre pays riche et développé de faire en sorte que les enfants déjà naissent dans un environnement sain et sécurisé, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir leur proposer après, mais c'est inquiétant si on n'est déjà pas capable de faire ça. Bon, voilà. On en était là. Donc ça, c'est l'exemple. Donc première solution, quand on a ce problème de la tarification à l'activité, où on est payé en fonction de l'acte et pas en fonction du temps réel que le patient a besoin de rester. Première solution, on les met dehors. Donc ça s'est vu. Deuxième solution, on ne peut pas les mettre dehors.
Ça, c'est le cas des patients qui ne sont pas autonomes et qui n'ont pas de famille, par exemple. Monsieur qui est incapable de se lever, de prendre sa douche, de se laver tout seul, de manger, on ne va pas le remettre tout seul dans son studio. Et ça, c'est un problème tellement récurrent qu'ils sont en train de faire des commissions, ils appellent ça des bed stalkers. Donc globalement, ça veut dire des gens qui squattent leur lit, je pense qu'on peut le traduire comme ça. C'est-à-dire des gens qui médicalement n'ont plus besoin d'être à l'hôpital, mais qu'on garde parce qu'on ne peut pas les renvoyer chez eux. Donc c'est des gens qui ne sont pas en état de vivre seuls, ou que la famille n'est pas en mesure de prendre en charge, ou des gens qui n'ont pas de domicile aussi. Donc on ne peut pas mettre dehors quelqu'un qui n'a pas de domicile, même s'il n'avait pas de domicile au départ. Un SDF qui arrive à l'hôpital, qui est malade, on le soigne, et ensuite on est obligé de lui trouver un hébergement. On ne peut pas le remettre dans la rue. Sauf si c'est une décharge et que de lui-même il s'en va, évidemment. Mais sinon, on ne peut pas. Alors, en pratique, c'est des solutions qui ne sont pas pérennes. On lui trouve un hébergement pour la nuit, et puis après, Dieu seul sait s'il va réellement dans le centre d'hébergement, parce que on sait que la plupart des SDF, on ne sait pas le sujet, mais la plupart des SDF n'ont pas envie de vivre dans les centres d'hébergement vu les conditions de vie qu'il y a là-bas. Voilà. En théorie, on leur a trouvé une place. Après, est-ce qu'ils y vont vraiment? C'est un autre problème. Mais tout ça, ça fait qu'on a des patients qui médicalement n'ont plus besoin d'être à l'hôpital, donc comme ils disent, qui squattent un lit, c'est un peu moche comme expression, mais c'est la réalité, qui prennent un lit dont quelqu'un d'autre aurait besoin, qui prennent l'attention des soignants, etc., alors que médicalement, ils auraient besoin d'être dans une structure différente. Par exemple, dans le cas de la neurologie, nous, nos patients devraient rester 1 semaine, 2 semaines. Ensuite, au-delà de ça, nous, on ne peut plus faire quoi que ce soit pour eux. On a géré la phase aiguë, et normalement, après, les patients devraient aller dans des structures de rééducation. Pour ceux, évidemment, qui ont gardé des séquelles. Sinon, ils rentrent chez eux, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ont des séquelles, ils devraient aller en rééducation. Et nous, on a des gens qui sont là depuis 6 mois, 1 an. On a même un patient qui est là depuis presque 2 ans. Je crois qu'il est arrivé à peu près à l'hôpital en même temps que moi. Voilà, il est là depuis presque 2 ans, alors qu'il, même pour lui, il serait beaucoup mieux en centre de rééducation, parce qu'il a besoin d'être rééduqué, il n'a pas besoin de rester dans un service aigu, et puis son lit, évidemment, pourrait être utile à des choses. Donc voilà, et tout ça, évidemment, ça plombe le budget des services, puisque quand on a un patient qu'on a fait rentrer pour un AVC qui aurait dû rester 2 semaines, avec le nouveau système de tarification, s'il reste 2 ans, on ne touche plus rien. Donc évidemment, ça déséquilibre les budgets, ça fait qu'on est obligé de rogner sur autre chose, et c'est souvent soit les frais de personnel, soit les frais d'équipement. Du coup, qui vont servir à compenser le manque. Ça, je l'ai dit. Ah oui, alors avec tout ce système de rentabilité aussi, petit chiffre, je l'avais déjà entendu, mais je suis retombée dessus aujourd'hui et ça m'a fait faire un bond, donc j'avais envie de vous le dire. Par exemple, les soins palliatifs, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, les unités de soins palliatifs. Ouais, c'est bon, tout le monde sait ce que c'est. Non, il faudrait en 2 phrases. Hein. Les unités de soins palliatifs, c'est des services ou des établissements, peu importe, ça peut être les deux, soit un service dans un hôpital, soit un établissement qui est spécialisé dans la fin de vie. Donc, qui est censé prendre en charge des patients en fin de vie et faire en sorte qu'ils puissent, comme on dit, mourir dans la dignité, prendre en charge la souffrance, etc. Donc on n'est plus dans l'optique de les soigner, juste dans l'optique qu'ils ne souffrent pas et qu'ils puissent partir paisiblement. Ça paraît une bonne idée. D'ailleurs, je passe ma vie à dire qu'il en faudrait plus, parce qu'évidemment on est loin d'en avoir assez. Donc c'est quelque chose qui est très très bien, qui est très performant, qui permet aux gens de mourir dans les meilleures conditions possibles. Ces unités de soins palliatifs, depuis la réforme de 2003 et la tarification à l'activité, c'est épouvantable ce que je vais dire, mais c'est la réalité. Quand on est transféré dans une unité de soins palliatifs, je pense que c'est déjà pas très agréable à vivre, ni pour le patient, ni pour la famille. Hein. C'est un petit peu leur dire, voilà, c'est fini, on va bien s'occuper de vous, mais concrètement, il n'y a plus rien à faire. C'est pas facile à dire et c'est pas facile à accepter. Mais en prime, quand on fait ça, il faut bien choisir le moment. Parce qu'en unité de soins palliatifs, il faut mourir dans les 21 jours. Si au bout de 21 jours, les gens sont encore vivants, il faut les mettre ailleurs. Et on les met où? On les remet à l'hôpital. Chez eux, c'est-à-dire l'hôpital, ou chez eux. Enfin, oui. Chez eux s'ils peuvent, rentrer chez eux, sinon ils retournent à l'hôpital. Donc imaginez votre grand-mère, votre grand-père, on lui a annoncé un cancer. À l'hôpital, en service d'oncologie, on lui a expliqué qu'il n'y avait plus rien à faire vu son grand âge, etc., qu'on allait l'envoyer dans un petit centre, on allait bien s'occuper de lui, faire en sorte qu'il ne souffre pas pour ses derniers moments, c'est bien. 21 jours après, pas de chance, papy, il est encore vivant. Ben, on le renvoie en oncologie.
Mettez-vous à la place des gens, c'est d'une brutalité épouvantable. Et après, il le renvoie en soins palliatifs. Après, s'il ne décide pas à mourir, ouais, on peut le renvoyer en soins palliatifs. C'est absurde. 21 jours. Voilà. Pourquoi il y a une limite de 21 jours? C'est une question de budget toujours? Question de budget. C'est la loi sur la tarification à l'activité qui est en place. Quelqu'un qu'on envoie en soins palliatifs, on le prend en charge 21 jours ensuite en retour à l'envoyeur. Question de budget, mais il va bien avoir les mêmes soins en oncologie. Plus fort. Ah bah non. Bah non, sinon c'est pas drôle. Il a quoi comme soin? Parce qu'au final, ses soins, même en soins palliatifs, il a un cancer, ça va être la chimio. Et après, il y a plus de temps pour les infirmières pour s'occuper de lui, c'est ça? En soins palliatifs, à partir du moment où le patient est considéré comme étant en soins palliatifs, quel que soit le service où il est évidemment, il n'y a plus de traitement pour le guérir, c'est le principe. Mais dans un centre de soins palliatifs, ils sont spécialisés là-dedans déjà. Ne serait-ce que ça, même s'ils n'ont pas plus de temps ou plus de moyens, déjà c'est leur travail. Nous, en neurologie, on a régulièrement des patients en fin de vie. On voit qu'il n'y a plus rien à faire. On fait tout ce qu'on peut pour essayer que ça se passe au mieux pour eux et pour leur famille, mais c'est pas notre travail. Donc on fait le maximum, mais on n'est pas spécialisé là-dedans. Et puis dans les unités de soins palliatifs, tout l'environnement est adapté. Déjà, il n'y a que des chambres individuelles, ce qui est quand même pas le cas du tout à l'hôpital public. Hein. Dans la plupart des services, c'est essentiellement des chambres doubles. Les chambres individuelles sont prises par les patients qui ont des maladies contagieuses. Donc des chambres individuelles, en général l'environnement est plutôt favorable, avec des choses bêtes, avec des fenêtres, voilà. Ouais, non mais c'est la base, mais moi j'ai vu des gens mourir aux urgences dans des toutes petites chambres sans fenêtre. C'est quand même pas idéal. Donc voilà, les unités de soins palliatifs en général sont plutôt bien, avec des médecins aussi qui sont spécialisés, qui savent exactement ce qu'il faut donner comme antidouleur, la bonne dose pour que le patient soit soulagé, etc. Les infirmières aussi, qui sont plus habituées et qui ont plus le temps, puisque c'est leur activité principale, de voir comment est le patient, s'il est confortable, voilà. C'est surtout en termes d'expertise. Je ne suis pas sûre qu'ils aient spécialement plus de temps ou plus de moyens, mais c'est vraiment une question de spécialité, c'est leur travail, ils font que ça toute la journée, donc ils sont nécessairement meilleurs que nous, on le reconnaît. Hein. On fait tout ce qu'on peut quand on a ce genre de cas à gérer, mais on n'est pas spécialisé là-dedans, donc on ne fait pas forcément... On ne fait peut-être pas ce qu'il y a de mieux, ni pour le patient, ni pour la famille. Il y a aussi pas mal de choses qui sont mises en place pour les familles dans les unités de soins palliatifs. Des psychologues, etc., pour prendre en charge les familles. Nous, à l'hôpital, les psychologues, il y en a très peu et ils n'ont pas le temps de gérer ce genre de cas. Donc voilà, toutes ces dispositions qui runnent sur les budgets, qui du coup désorganisent les services hospitaliers et qui aggravent le sous-effectif des soignants. Et donc, qui dit sous-effectif dit soins de moins bonne qualité parce qu'on n'est pas avec des machines. Et voilà, on a beau faire tout ce qu'on peut pour les patients. Quand on a 10 patients, quand on a 20 patients, là on devrait en avoir 10. On a beau faire tout ce qu'on peut, on ne peut pas accorder le même temps aux gens. La journée n'est pas extensible, mais on ne peut pas faire des soins d'une même qualité malheureusement. Seconde réforme qui a fichu un beau bazar aussi, c'est la réforme de 2009. Donc la loi hôpitaux, patients, santé, territoire, qui déjà dans un premier temps sanctuarise la tarification à l'activité et qui même va plus loin d'un point de vue idéologique, puisque on va dire c'est que des mots, mais les mots c'est important et ça révèle souvent la volonté politique. Dans les textes qui ont été modifiés dans le texte de la loi hôpital, patient, santé, territoire, le terme de service public hospitalier disparaît. Il n'est pas employé une seule fois, alors que c'est une loi qui est censée organiser, entre autres, l'hospitalisation publique. Pas une seule fois on parle de service public. C'est quand même, voilà, ça relève l'idée que l'hôpital est fait maintenant pour être rentable, qu'il est fait pour fonctionner comme une entreprise et voilà, la priorité c'est plus le service public, c'est plus de s'occuper des gens, c'est d'être rentable et de faire de l'argent. C'est quand même embêtant. Une petite question. La loi dont tu parles là est de 2009 et celle dont tu parlais précédemment est de quelle C'est une réforme de 2003 précédemment. D'accord, ok. Qui avait mis en place donc, la tarification à l'activité et les pôles hospitaliers. C'était qui, enfin quel ministre avait mis quelle impulsion Premier ministre? Alors là je ne suis pas sûre. Je parle sous votre contrôle, je dirais Roselyne Bachelot, les gens de 2003, mais sans certitude. Je pense que c'est un ministre en ligne qui a vérifié. Moi, d'accord, c'est pas grave. Je pense sur vos smartphones, si je dis une connerie. Non, mais vous allez me dire, c'est intéressant.
question intéressante. C'est peut-être il y a un nom derrière, c'est Douste Blasi, est-ce que ce ne serait pas possible? Non, Jean-François Mattei. Mattei, c'est ça. C'était Mattei qui m'avait dit. La canicule. C'est le monde. Et donc 2009, c'est Bachelot. Et bon, en fait, c'est une continuité. À peu près toutes les réformes, juste les deux plus importantes, à peu près toutes les réformes dans le domaine ont été dans le même sens, et notamment celle de la loi de 2009. La loi de 2009 entérine à peu près tout ce qu'avait fait la réforme de 2003. On est dans la même continuité. Donc ça sanctuarise la tarification à l'activité. On ne parle plus de service public, ce qui est quand même un peu embêtant. Et on rentre dans un système où on a une vraie concurrence entre le privé et le public. Ça va fonctionner pareil, on va avoir quasiment les mêmes aides. Et après, on va, si vous voulez, comment vous expliquer ça ? On va donner les mêmes budgets au départ, qu'on soit dans le privé ou dans le public. Ouais. Et ce qui fait qu'après, derrière, on va un peu, entre guillemets, reprocher au public de ne pas être rentable. Puisque par le fait qu'on donne le même budget au départ, c'est l'hôpital public qui après va devoir venir réclamer parce qu'il n'est pas rentable et parce qu'il est en déficit, va devoir réclamer de l'argent. Parce que les hôpitaux privés sont censés être plus rentables, plus mieux organisés et mieux rentables. Les hôpitaux privés prennent en charge des patients qui sont moins lourds et qui en général ont moins de problèmes sociaux. C'est de moins en moins vrai, d'autant plus qu'on n'a plus le droit de refuser. Ils n'ont plus le droit de refuser les patients CMI. Donc ça a tendance à être de moins en moins vrai. Mais globalement, c'est quand même une population plus riche et plus privilégiée dans les hôpitaux privés. Donc c'est des gens qui vont rentrer plus vite chez eux. C'est aussi des gens qui vont prendre des à côté, qui vont payer une chambre individuelle, qui vont payer la télé, qui vont voilà, plein de choses à côté. Donc ça aide à ce que l'hôpital soit rentable à côté. Ça paraît pas énorme, mais le public peut pas le faire. Le public peut pas le faire parce que le public il croule sous les patients. D'accord. Voilà, les chambres individuelles, même quand les patients seraient prêts à les payer, ça doit dépendre des endroits, j'imagine. Moi, je prends le cas que je connais dans notre service, on a régulièrement des patients qui nous disent je peux pas avoir une chambre individuelle, même si je la paye. Et non, on ne peut pas parce que toutes les chambres individuelles sont prises par des patients qui le nécessitent parce qu'ils sont contagieux ou parce qu'ils sont vraiment dans un état de santé qui se dégrade tellement qu'on ne peut pas les mettre en chambre d'eau. D'accord. Donc même, voilà. C'est vrai que ça pourrait être une solution, mais dans l'état actuel, il faudrait repenser tous les hôpitaux, ils construire autrement, etc. C'est pas possible vu comment sont organisés les hôpitaux à l'heure actuelle, mais ça pourrait pourquoi pas être une idée à la rigueur pour les nouveaux hôpitaux. Donc voilà, on demande à l'hôpital public d'être rentable comme le privé. On ne prend pas en compte les particularités de la population, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne vais pas vous répéter, hein. Alors que l'hôpital public c'est du service public, donc normalement on est censé prendre en charge des missions qui ne sont pas les mêmes que dans le privé. Donc je disais que les patients souvent sont dans des situations plus privilégiées et sont moins lourds, mais il y a aussi des choses, voilà, les inégalités, la misère sociale, l'exclusion. On prend en charge beaucoup plus fréquemment dans les hôpitaux publics que les privés. Et il y a aussi des missions qui sont dévolues à l'hôpital public. Alors certes, il y a des budgets pour, mais qui ne sont pas toujours suffisants. Par exemple, c'est l'enseignement. L'enseignement, le fait que dans les hôpitaux publics, il y a énormément d'internes, énormément d'étudiants, infirmiers, soignants, etc. C'est des choses qui prennent du temps. Quand on a des étudiants à encadrer, à former, ça prend plus de temps que si on était seul à faire nos soins. Donc c'est aussi quelque chose qui va prendre du temps aux soignants et peser dans les budgets. Autre petite remarque qui date de la loi de 2009, la reconnaissance du diplôme d'infirmier au grade de licence, ça date de 2009. Je ne sais pas quand est-ce que ça n'a pas été mis en place en 2009, ça a dû être mis en place en 2012 en pratique. Mais c'est dans la loi de 2009. Ça paraît une bonne idée comme ça, on fait 3 ans d'études, on ne sera pas reconnu au grade de licence. Sur le principe, ça semble une bonne idée, sauf qu'il y a une conséquence assez perverse à ça, qu'ils n'étaient pas du tout obligés de choisir, d'ailleurs ils auraient pu faire autrement. Mais du coup, par le fait qu'on a maintenant une licence quand on est infirmier, on est devenu un fonctionnaire, pour ceux qui connaissent un peu la fonction publique, non plus de catégorie B, mais de catégorie A. C'est bien gentil, on doit gagner 20 € de plus par mois, quelque chose comme ça, je dirais, à vue de nez. Donc on est très très content. Par contre, il y a un effet très pervers à ça, c'est qu'en étant fonctionnaire de catégorie A, on perd le bénéfice de la pénibilité du travail. Ce qui fait qu'avant, on pouvait partir en retraite un peu plus tôt. Maintenant, on part en retraite comme quelqu'un qui travaille dans un bureau. Donc, petite question à Madame Bachelot, j'aimerais qu'elle m'explique entre 2009 et 2015 en quoi la pénibilité du travail d'infirmier a changé. Parce que là, je ne comprends pas. Donc c'est bien de nous donner un bac+3, on est content. C'était quoi le statut avant
Le diplôme d'infirmier, il y avait un statut particulier? C'était un diplôme d'État, mais qui n'était pas reconnu dans le système LMD. D'accord, ok. Donc effectivement, ça a des avantages d'être reconnu. Déjà, ne serait-ce que la reconnaissance en elle-même des années d'études qu'on fait, parce qu'on les fait quand même. Et puis aussi l'avantage de pouvoir poursuivre des études, rentrer dans un cursus à la fac. Maintenant, il y a des masters de soins infirmiers qui se développent, donc ça, c'est des avantages. Mais pourquoi avoir décrété que tout d'un coup, le travail était moins pénible? C'est complètement ridicule. En plus, je dirais que depuis 10 ans, la pénibilité du travail, elle a même plutôt augmenté parce qu'on est constamment en sous-effectif. Donc, elle n'a pas diminué, au contraire, elle aurait plutôt eu tendance à augmenter. On a de plus en plus de patients par infirmière. Je ne vois pas par quel miracle ce serait moins pénible. Donc voilà. Tout ça pour dire que la reconnaissance du niveau d'études, ça ne doit pas être un prétexte à retirer d'autres avantages à côté. D'autant plus que notre cher président avait dit qu'avec lui, l'hôpital, ça allait s'arranger. Avec Marisol Touraine, ils ont fait de grandes promesses en 2012, en 2013. Mais en réalité, on est toujours dans la même optique. Ils ne sont pas du tout revenus sur la tarification à l'activité. Ils ne sont pas du tout revenus sur une amélioration du temps de travail pour les soignants. Au contraire, là, il y a une réforme qui rentre dans la réforme de la loi travail, qui est une absurdité totale au sens global. Mais notamment à l'hôpital, il y a du coup une réforme du temps de travail qui est en train de s'organiser, qui a déjà consacré la perte de 2 jours de congé par an qui avait été obtenue par les syndicats de la PHP quand ils ont négocié l'accord sur le temps de travail, quand on est passé aux 35 heures. Puisqu'il faut savoir qu'à l'hôpital, on n'est pas réellement passé aux 35 heures. On faisait toujours 39 heures, 39 heures, 50 même, si je dis pas de bêtises, comme dans beaucoup d'entreprises. Donc du coup, on avait négocié des jours... Vous avez des heures sup? Ça, c'est encore une autre question, en théorie. En théorie, on devrait avoir des heures sup. Non, l'accord du temps de travail faisait qu'on avait des RTT, comme dans beaucoup d'entreprises, plus 2 jours encore par an qui avaient été obtenus dans le cadre de cet accord. Donc là, on les a retirés. Ainsi que la journée de la fête des mères pour les agents qui sont mères. Elles avaient la journée de la fête des mères, elles ne l'ont plus. Voilà, c'est des petits détails, mais c'est des jours de repos qu'on enlève. Ça fait des agents plus fatigués et ça fait vraiment de bon soin. Et là, pour la rentrée, il est prévu encore donc la suite de la réforme. C'est la réduction de 20 minutes du temps de travail journalier des soignants, donc infirmiers et aides-soignants. Donc c'est une réduction en théorie de 20 minutes, sauf qu'il y aura toujours autant de soins. On travaillera en fait 20 minutes de moins par jour, toujours autant de soins à faire, et surtout les 20 minutes elles sont prises sur le temps de transmission entre les différentes équipes, donc entre l'équipe du matin et de l'après-midi, entre l'équipe de l'après-midi et de la nuit, et après entre la nuit et le matin. Donc c'est complètement absurde parce qu'il faudra toujours autant de temps pour faire les transmissions. Donc là tu parlais des heures supplémentaires. Voilà, on va se retrouver à devoir faire le même travail en 20 minutes de moins. Donc soit on va nous payer des heures supplémentaires tous les jours, ce que j'ai du mal à croire, soit on se fait totalement avoir puisqu'en théorie on travaillera 20 minutes de moins, soit en réalité on continuera à faire les 20 minutes parce qu'on aura autant de travail, soit on fera les soins plus vite, c'est bon ni pour nous ni pour les patients. Mais dans tous les cas on fera toujours le même travail en moins de temps et du coup on perd à nouveau des jours de congé. Ce qui en plus provoque une grosse désorganisation puisque la particularité de l'hôpital c'est de fonctionner 7 jours sur 7. Donc y compris les week-ends. Et les RTT servaient justement à rééquilibrer le fait qu'on travaille un week-end sur 2. Si on travaille un week-end sur 2 et qu'on a plus de RTT, on se retrouve à faire des semaines de 8 jours. Ce qui pose un problème, à moins de couper les repos et on aura plus de 2 jours de repos consécutifs. Donc on ne sait pas encore ce qu'ils vont nous cuisiner, mais tout ça pour dire que ce n'est pas des RTT comme dans certaines entreprises, et c'est légitime, on fait 39 heures par semaine, on a droit à des RTT, je ne critique pas, mais ce n'est pas des RTT qu'on pose pour avoir des jours de congé. C'est des RTT qui actuellement sont inclus dans notre roulement de travail et qui permettent de compenser le fait qu'on travaille un week-end sur 2 et de ne pas faire des semaines à rallonge ou des choses comme ça. Donc c'est un problème, non seulement on perd des jours de congé, mais c'est des jours de congé qui en plus sont franchement utiles. Voilà. Je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel, ça tombe bien vu qu'il est 8h20. Parler un tout petit peu des médecins et notamment revenir sur ce que je disais des chefs de service qui parfois n'acceptent pas cette situation. Donc du côté des médecins, récemment, il y a une réforme assez utile qui faisait faire moins d'heures aux internes, parce qu'effectivement les internes font des journées à rallonge, des semaines à rallonge, des gardes de nuit, etc. Donc c'était assez difficile pour eux d'assurer des soins de qualité quand ils avaient enchaîné une journée de travail, une nuit de garde aux urgences et une deuxième journée de travail derrière. Donc maintenant on leur donne des repos de garde, ce qui en soi est bien, sauf que ça fait plus de travail pour les praticiens hospitaliers qui ne sont pas payés plus. Voilà.
qui eux aussi, comme nous, ont de plus en plus de tâches administratives à faire en plus du soin aux patients. Donc, comme nous, ils ont un peu le même problème. Ils passent de moins en moins de temps auprès des patients. Je détaille pas parce que je suis pas médecin et que c'est pas ma spécialité, mais c'est en tout cas ce qu'ils nous disent. Et du coup, ça provoque une crise de vocation puisque on voit qu'à la PHP, un tiers des postes de praticiens hospitaliers, donc c'est les médecins diplômés donc, qui ont terminé leurs études et qui prennent un poste, en général les premiers postes qu'ils prennent en praticien hospitalier, c'est un médecin qui s'occupe généralement d'un étage dans un service, pour vous donner un ordre d'idée, qui du coup encadre les internes dans le service. Un tiers de ces postes, qui sont quand même très importants, puisque c'est les médecins qui sont référents, qui sont responsables des patients, un tiers de ces postes sont occupés par des médecins non titulaires. Donc des médecins qui viennent, qui ne sont pas attachés au service. Donc ça montre qu'il y a une crise des vocations et puis évidemment c'est pas bon pour le suivi des patients. Parce que les internes font des stages de 6 mois. Donc si le médecin qui les encadre les balade aussi de service en service et d'hôpitaux en hôpitaux, on ne voit pas trop comment on peut avoir un bon suivi des patients. Eux aussi ils sont touchés par la nécessité évidemment de faire plus d'actes. En moins de temps, puisque c'est les actes maintenant qui rapportent et pas le temps qu'on passe auprès des patients. Il y a notamment un médecin qui s'appelle, c'est pas une blague, il s'appelle vraiment comme ça, qui s'appelle le professeur Grimaldi, qui est auteur d'un livre qui s'appelle Hôpital Mallette de la rentabilité, que je viens de découvrir, donc j'ai pas eu le temps de le lire, mais je pense qu'il doit être assez intéressant, qui disait dans une interview que pour être rentable, une consultation médicale devrait durer 12 minutes. Voilà. Vous avez tous déjà été chez le médecin. Encore vous, quand vous voyez votre médecin de famille qui normalement vous connaît, déjà en 12 minutes, vous n'avez pas le temps de lui dire grand-chose. Donc imaginez un médecin qui en plus, un patient qui arrive à l'hôpital qui ne connaît pas le médecin, il faut reprendre tous ses antécédents, toute son histoire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en 12 minutes? C'est assez absurde. Et donc pour terminer, petit exemple de chef de service, on parlait tout à l'heure, qui supporte plus cette situation. Le chef de service des urgences de l'hôpital Saint-Louis. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas le petit hôpital de Pétaouchnok, qui s'appelle le docteur Taboulek. En plus, j'ai connu, puisque j'ai fait un stage dans ce service il y a quelques années quand il était encore le chef du service. C'est pas une blague non plus, ça s'appelle vraiment Taboulek, je suis désolée. Donc, qui nous dit, je cite, qui a démissionné récemment de son poste de chef de service, et qui explique ça en disant, je cite, je me sens devenir impuissant pour diriger le service, nos moyens sont trop insuffisants ou inadaptés au regard de l'activité qui ne cesse de croître et de se compliquer. C'est une interview qui date du mois de septembre dans Libération. D'autres médecins, alors 3 médecins qui ont démissionné du service de médecine interne de l'hôpital Saint-Antoine récemment. C'est encore pas non plus le fin fond de la Creuse. Les conditions minimales ne sont plus réunies pour que nous puissions continuer à prendre en charge nos patients dans la dignité. C'est pas moi qui le dis, c'est même dans Libération. Libération, il faut pas le juger Front National. Donc, Libération et voter Front National. Donc voilà, très rapidement pour conclure, les points clés du programme en termes de santé, j'ai plus beaucoup de temps, c'est pas grave. Des idées pour restaurer un équilibre budgétaire. Ça c'est global, ça ne concerne plus forcément que l'hôpital, mais je me suis dit que c'était dommage de ne pas vous faire un point sur le programme en conclusion. Instaurer un délai de carence d'1 an de résidence continue en France et de cotisation avant de bénéficier de tous les avantages de la sécurité sociale pour les étrangers en situation régulière. Voilà, il faudra être en France depuis 1 an et cotiser depuis 1 an pour pouvoir avoir tous les bénéfices de la sécurité sociale. Sachant qu'en France, et comme dans beaucoup de pays, on prend en charge les urgences. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on va laisser les gens mourir à la porte des hôpitaux. On prend toujours en charge les urgences vitales. Ça ne changera pas. Il faut résister à la diabolisation du programme sur tous les points. Quand on parle d'un délai d'1 an, c'est pour avoir accès à tous les soins, aux médecins, aux consultations, pour des petites choses, aux médicaments gratuits, etc. Ça ne concerne pas du tout les urgences vitales. Supprimer la médicale d'État qui est réservée aux migrants en situation irrégulière. C'est pas nouveau, je pense que ça vous le savez tous, sinon il y a un souci. Et sachant que Marine Le Pen avait exprimé que les économies faites sur l'AME permettraient de geler le forfait hospitalier. Donc je redis, c'est ce que chacun paye quand il va à l'hôpital par journée d'hospitalisation, ce qui reste à votre charge, même si vous avez la Sécu. Et cesser les déremboursements des médicaments. C'est quand même des choses assez utiles. Et encore une fois, quand on dit supprimer l'aide médicale d'État, ça ne veut pas dire qu'on les laissera mourir à la porte des hôpitaux, puisqu'on prend toujours en charge les urgences.
Ça veut dire qu'on va leur demander de payer après, c'est ça? Concrètement? Ça veut dire qu'on va leur demander de payer avant surtout. C'est à peu près ça. S'ils n'ont plus la carte, ils n'ont voilà, pas d'argent, avant. on les prend toujours. C'est ça, il y a personne qui meurt. Et tu parles des urgences vitales? Oui, mais c'est comme toi. Oui, mais les urgences vitales, en théorie, on leur demandera de payer. Après, a priori, c'est on les aura soignés de toute façon. Oui, c'est ça. Après, pour les autres soins, on leur demandera de payer. Pour les soins qui sont pas les urgences C'est comme ça, Ouais, c'est un peu vitales. dans le système, bien sûr. C'est ce qui est demandé aux Français, en fait. C'est demandé aux Français. Oui, tout à fait. C'est ce qui est demandé aux Français. Exactement. Il faudrait demander au pays d'origine de rembourser les frais avec les migrants. Après, on sait pas ce que c'est leur pays d'origine. On est censé le savoir quand même. Le mec, il arrive, je sais pas s'il est mauritanien. Qu'est-ce que tu entends par urgence? Parce que Si, pour les urgences, il y a la consultation classique. Urgence vitale. Souvent, ils le disent comment? J'ai dit urgence vitale. C'est une minorité, je pense. Donc c'est quand on dit urgence vitale, c'est C'est pas le service d'urgence, c'est urgence vitale. ouais, ce qui met en danger la vie ou un membre ou une fonction comme la vue, etc. Ça rentre dans les urgences vitales, même si c'est pas réellement vital. D'accord, je peux pas être des services d'urgence. Non, je parle pas du service, je parle de la notion d'urgence. On peut pas prouver. Tu sais pas d'où il vient. Autre point intéressant, supprimer toutes les aides sociales pour les fraudeurs récidivistes. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est à savoir. Renégocier les conventions internationales en matière de santé avec des pays étrangers. Je ne sais plus qui c'est qui parlait de faire payer les pays. C'est un peu ça. C'est comme l'Algérie qui Parce doit que une dette énorme. Parce qu'au-delà des gens qui ont l'AME, qui sont en situation irrégulière, etc., il y a aussi des pays comme l'Algérie avec lesquels on a des accords, on soigne leurs ressortissants gratuitement, et l'Algérie est censée payer, sauf que derrière, elle ne paye pas la facture. En principe. Donc là, il faut renégocier ces contrats, ça paraît urgent. Et créer une 5e branche de la sécurité sociale pour la dépendance. Ce qui du coup permettrait de prendre en charge tout un tas de problèmes qui pèsent sur l'hôpital, notamment ce que je disais, l'hôpital de rentrer chez eux seuls, parce qu'il n'y a rien en fait. Il n'y a pas de système de sécurité sociale qui gère ça. Si vous avez des enfants, c'est pris en charge. Si vous êtes au chômage, c'est pris en charge. Vous êtes malade, c'est pris en charge. Vous avez un accident du travail, c'est pris en charge. Et si simplement vous vieillissez et que vous êtes en état de prendre en charge de vous-même, que vous n'avez pas la famille qui peut vous aider ou qui peut vous payer une maison de retraite, bah là, il n'y a rien. C'est le néant. Et dans les situations les plus graves, les gens se retrouvent à l'hôpital alors que ce n'est pas à leur place. Ça pèse du coup sur le budget des hôpitaux et ils ne sont pas pris en charge au mieux, puisque quelqu'un qui est juste dépendant dû à son âge, il n'a rien à faire dans un service de médecine par exemple. C'est pas bien ni pour lui ni pour le service. Une question, dans le livre de notre ami M. Caland, jupéiste, il dit que justement cette création de 5e branche va coûter une fortune, puisque la dépendance va coûter une fortune, ce qui est vrai. Oui, d'accord, mais la dépendance coûte une fortune. Mais oui, par défaut. Mais du coup, est-ce que tu sais dans le programme comment c'est censé être financé? Je pense que ce sera financé par des cotisations. Si on crée une 5e branche, l'intérêt c'est justement c'est de prévoir déjà. Mais c'est déjà compté une fois, tu ne vas pas compter deux fois. Déjà à terme, le but c'est que ce soit une branche de la sécurité sociale comme les autres, donc on cotise pour ce risque quand on travaille, etc. Et ça permet qu'il soit pris en charge. Ça c'est à terme. En attendant, la prise en charge de la dépendance, ça va être fait avec des économies comme la suppression de l'AME ou la lutte contre la fraude fiscale. D'accord. Alors, M. Caland va nous dire qu'on compte 2 fois la même dépense. Mais, bon. C'est une sacrée dépense, tu peux la mettre sur oui, c'est une sacrée dépense. secteurs. La fraude aussi. Un euro égale un euro. Dit en introduction, c'était une sacrée dépense. Je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même sacré. Mais bon, de toute manière, c'est un risque qu'il faut prendre en charge. Ah non, mais ce sera porté de manière... Autant créer une branche et le prendre en charge de manière pérenne. Parce que là, c'est pris en charge d'une façon chaotique et pas du tout adaptée. Ah, mais justement, ça creuse, si j'ai bien compris, le déficit des hôpitaux qui sont obligés de garder des personnes qui ne vont pas rester... Ça creuse essentiellement le déficit de la branche maladie, globalement. Ouais, donc, vu qu'il n'y a pas de branche spécifique pour ça, ça pèse sur la branche maladie. On déshabille Paul pour habiller Jacques. Quoi. Donc autant, si c'est pris en charge... Autant appeler un chat. Non, voilà, c'est ça, autant appeler un chat, c'est ça. Et autant créer un système qui soit réellement adapté à ce risque, puisque le risque il existe et il coûte de l'argent. Donc autant la dépense existe. Voilà, la dépense existe. Donc autant la prendre en compte et l'organiser au mieux. Et Caland dit que ça va augmenter, mais de facto ça va augmenter même si on restait dans l'hospitalisation. Okay, donc il y a également dans le programme des choses pour lutter contre la désertification médicale et permettre un meilleur accès aux soins. Donc c'est arrêter de fermer les centres hospitaliers et médicaux dans les zones rurales, parce que partout on a besoin de médecins. Inciter les jeunes médecins à s'installer à la campagne, donc avec notamment des aides, ça a déjà été fait, mais
mais pas forcément assez. Avec des aides, notamment on peut imaginer leur faire payer moins d'impôts, des choses comme ça, quand ils s'installent à la campagne. Et dans le programme, j'ai vu également, je ne savais pas, qu'ils devaient être familiarisés à ces territoires dans leur scolarité, donc avec un module territorial qui comprend un stage pendant les études de médecine pour les habituer au problème de la désertification médicale, parce que c'est vrai que c'est pas la même prise en charge d'être au milieu de la campagne qu'en ville ou à l'hôpital. Ouais, je sais plus quelle est la question. Oui, c'est par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses des quotas? Ça a déjà été mis en place en médecine militaire. Donc c'est un quota inversé, on va dire. Ouais. Et du coup, voilà, ça serait faire des quotas de mâles. Donc, parce qu'il y a trop de femmes, et justement, c'est justement le problème des. Enfin, c'est un. Bah, non, c'est justement le problème dans les études médicales, je veux dire. Dans les études médicales, les problèmes à la campagne. C'est les femmes médecins ne vont pas à la campagne. Les femmes ne veulent pas aller à la campagne. Ça paraît un peu difficile à mettre en œuvre. Parce que ça voudrait dire recruter des gens parce que ce sont des hommes et pas parce qu'ils sont plus compétents. C'est embêtant. Oui. Moi, ça me paraît embêtant. Non, par contre, ce que je pense pourrait être pas mal, c'est de mettre en place des contrats, un peu dans le genre des contrats d'apprentissage, pour les étudiants en médecine, en leur proposant, par exemple, de financer leurs études en échange d'un séjour voilà, en échange de séjour, je trouve plus le mot, mais oui, c'est ça. En échange qu'ils aillent travailler à la campagne, je sais pas, 2 ans, 3 ans après leur diplôme. Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait même les mairies qui mettaient à disposition un domicile pour des docteurs. Actuellement, c'est essentiellement des mairies, voire des conseils départementaux. Plus au niveau des mairies, voilà, de faire en sorte. Ce genre de choses, ça pourrait tout à fait s'envisager au niveau de l'État. Pourquoi pas dire, bon voilà, vous avez réussi le concours, si vous voulez, on vous paye vos études, et puis après, vous faites tant d'années dans une zone de désertification médicale. Et puis on fait des cartes, on dit voilà, les zones de désertification médicale, c'est telle zone. Le logement fourni. Par exemple. Il faudrait que ce serait plus efficace organisé au niveau de l'État. Ça se fait un petit peu au niveau des mairies, mais ça leur coûte très cher, donc c'est pour ça que c'est pas suffisant. Une mairie ne peut pas se permettre ce genre de dépenses. Je pense que même un conseil départemental, ça doit bien construire des logements sociaux, donc je pense qu'elle peut construire quand même un logement pour un docteur. C'est peut-être plus rentable. Un logement, oui, après, payer des études, etc. Après, oui, ça. En tout cas, ce serait sans doute plus efficace au niveau de l'État. Et dernière mesure, desserrer le numerus clausus à l'université. C'est une mesure qui est assez connue aussi. C'est absurde. Et notamment pour éviter d'avoir recours à des personnels étrangers, parce qu'il y en a de plus en plus par le fait qu'on ne forme pas assez de médecins. Et ça, il faut le faire rapidement et de façon évidemment pas trop énorme non plus, parce que sinon on n'a plus l'exigence du niveau. Il ne faut pas non plus ouvrir les vannes trop grand. Mais là, je pense qu'on a de la marge quand on voit le niveau des épreuves à la fin de la première année de médecine. Je pense qu'on a encore de la marge. On peut former plus de médecins et qui restent quand même de bonne qualité. Et il faut le faire rapidement parce qu'il ne faut pas oublier qu'on met 10 ans à former un médecin. Donc si on veut des résultats, il ne faut pas attendre que la situation soit catastrophique. J'ai une question justement concernant ce numerus clausus qui me paraît un peu absurde, à savoir qu'on peut avoir autant d'étudiants en droit, en philo ou en genre sociaux qu'on veut. Par contre, en médecine, il y a un numerus clausus. C'est justement là où il y a réellement besoin de gens. Enfin, des docteurs en philo, il n'y a pas d'usine de philo. Ouais. Après, ça permet de maintenir à certains niveaux, donc je ne pense pas que le système en soi soit mauvais. Je pense qu'il est, voilà, le numerus clausus c'est trop bas. Mais ça permet quand même qu'il y ait un certain niveau. Non, mais un examen peut être très compliqué. Enfin, Et puis en plus, l'examen, je l'ai passé, donc je peux dire, il est un petit peu absurde. C'est du par cœur. Ça permet, je ne pense pas que ça permette réellement de voir les capacités des gens à être. Est-ce que c'est pas juste une question que former un médecin coûte nettement plus cher que de former un docteur en droit, en philo, parce qu'il suffit un amphi et puis un prof, et puis on peut mettre 500 personnes pour former, enfin après il y a les TD certes, mais pour former un philo, alors qu'un médecin a formé ça. Tout à fait. Après, supprimer le numerus clausus, je ne suis pas pour, parce que ça permet quand même de maintenir un niveau. Mais non, il y a besoin. En revanche, le desserrer très rapidement, oui. Oui. Et pourquoi pas envisager, après c'est un autre débat, mais je serais plutôt favorable à une certaine forme de sélection dans les autres filières aussi. Totalement. Ce qui répond à la deuxième partie de ta question. D'accord. Et je pense pas qu'on devrait former autant de docteurs en sociaux, en philo et compagnie. Non plus. Je pense qu'il faudrait une sélection aussi à l'entrée de la fac de médecine. Pas forcément hyper drastique, parce que c'est vrai qu'en fonction des lycées d'où on vient, etc., on n'a pas forcément les mêmes chances au départ, mais un minimum de sélection, c'est-à-dire ne pas laisser n'importe qui aller en fac de médecine pour ensuite se casser le nez à la fin de la première année.
imposer un niveau minimum, je pense que ça pourrait être utile. Tu connais le pourcentage de personnes en première année qui arrivent à accéder en deuxième année? Alors, te dire le pourcentage exact, je ne sais pas. De mes souvenirs, quand moi j'ai fait la première année de médecine, ça dépend des facs. Ouais, ça dépend Évidemment, vraiment des j'étais à facs, Créteil, c'était à peu près 15%. Ah oui, c'est quand même... 15% en comptant le fait qu'il y a des redoublants. Oui. La majorité des places étaient prises par des redoublants. Donc c'était 15% en 2 ans. La question, est-ce que tu penses qu'il est envisageable, enfin je pense que ça existe pas mal, de faire en sorte qu'une infirmière puisse continuer ses études en parallèle ou machin pour devenir... non mais, enfin un autre... Je suis pas pour. Actuellement il y a une très légère passerelle du fait que quand on est infirmier et qu'on a, je crois que c'est 2 ans d'exercice, on peut repasser le concours de médecine, même si on l'a déjà passé. C'est un numerus clausus à part, les paramédicaux. Ce qu'on appelle les paramédicaux infirmiers, kinésithérapeutes, ceux qui ont un niveau à bac+3. Et c'est un numerus clausus à part, ce qui fait qu'on a un peu plus de chances de l'avoir, on va dire. Mais après, il faut quand même faire toute la suite du circuit, ouais, quand même tout reprendre. Moi, je suis pas vraiment favorable à ça, parce que c'est pas la même conception. C'est pas la même conception du soin et du patient. Un médecin et un infirmier, enfin, je peux le dire, parce qu'en plus, on m'a poussée vers la médecine quand je suis sortie du bac, et donc j'ai vu en première année la conception, la prise en charge d'un médecin, ce que ça pouvait être. C'est pas du tout la même chose que la prise en charge d'un paramédical. Pour ça aussi que je me suis réorientée. Moi, j'étais pas faite pour médecine. Il y a des gens qui sont faits pour médecine. Les passerelles dans les deux sens, je pense pas que ce soit très bon. Et dans l'autre sens non plus, à savoir de permettre par exemple à des gens qui ont raté la première année de médecine d'aller en école d'infirmier par exemple, sur la salle. Je pense pas que ce soit très bon non plus parce qu'encore une fois, c'est pas la même conception. Quelqu'un qui voulait faire médecine et qui était vraiment fait pour ça ne fera pas forcément un bon infirmier et le contraire. Le contraire non plus. C'est possible de passer de médecine à infirmier en repassant les concours. Je pense que c'est mieux de faire ça. Ça permet de vérifier que les gens sont vraiment motivés pour être infirmiers et c'est pas juste parce qu'ils n'ont pas une médecine. Okay. Je pense que dans l'autre sens, c'est pareil. Ok, merci beaucoup. Il va falloir que je vous laisse. Ok, bon, bien.